besoin de soigner cette planète, on a besoin de lui apporter de l'amour. Et c'est un peu ça qu'on essaie de représenter. Une idée originale d'Isabelle. Et quelqu'un qui a voulu qu'on se tienne la main. On n'a pas trop compris pourquoi. J'ai vu le regard d'Alain, il s'est dit, ça le fait, ça se passe aussi à l'église. Quand on fait le nôtre. Bon. Tant que je tiens la main à André, ça va. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Je vais super bien, mais bon, avec un petit pincement au cœur parce que j'ai manqué ton anniversaire hier sur le plateau. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme je l'ai affirmé hier, le communiqué, il existe. Les festivités de mon anniversaire s'étendent jusqu'à dimanche. Pour tous ceux qui ont été en retard, eh bien, il y a, comment ils appellent ça à l'ONESI? Il y a un délai de rigueur. Voilà. Voilà. Une prorogation. Une prorogation de délai. En tout cas, je te souhaite beaucoup d'amour. Merci Isabelle. Qui s'achève le 12, le jour de ton spectacle. Exactement, je serai en spectacle le 12, donc au Palais de la Culture. Voilà, donc venez avec les cadeaux. Voilà, ce jour-là, je les prendrai volontiers. Isabelle, et si vous n'avez pas de cadeau physique, enfin, je veux dire, qu'on peut toucher, eh ben, écoutez, faites une prière. Faites don de votre personne, vous venez au spectacle. Oui, oui, bien sûr, on ne va pas manquer ça. Hein. Très bien. Merci Isabelle, vous êtes gentille. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice. Vous m'avez offert un cadeau et je m'en souviendrai. Tu sais que tu es un amour. Oh, c'est gentil de dire ça comme ça. Moi aussi, je vous aime tellement. Voilà. Franchement, Isabelle, elle en pleure à peine. Ah oui. J'ai beaucoup d'émotions. Ouais, c'est ça. Et puis, on est content que vous portiez mieux, Isabelle. Oui. On se fait une petite frayeur. Mais souvent, le corps nous envoie des signaux. Et le VOS disait « Isabelle, repose-toi, je t'en supplie. » En tout cas, je me suis bien reposée. C'est ça, c'était ça le plus bien. important. Bonsoir Alain. Bonsoir, Brice. Ça allez bien là? Ça va. Merci également. Hein. Toute la Côte d'Ivoire, vous avez essuyé les larmes. Ouais, franchement, c'est ça aussi. C'était émouvant. Ouais, c'est ça. Vous êtes là où il faut. Ben oui. André. Bonsoir Brice, bonsoir à tous. Ouais, ça va. Hier, j'étais dans l'antichambre, en train de préparer l'une des surprises les plus importantes de l'année. C'est ça. L'incroyable anniversaire de Brice. Cachotier. Voilà, donc aujourd'hui, je suis devant la caméra. Face à la caméra. Voilà. Bon, on va commencer par une bonne nouvelle, les amis. Très, très bonne nouvelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé par cette chanson de Michael Jackson. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Michael Jackson n'est pas mort. Ah. Oui. Michael Jackson n'est pas mort et Alpha Blondy l'a appris sur sa page. Voilà, Michael Jackson a décidé d'écrire Alpha Blondy et le message il est clair. Bonjour, c'est Michael Jackson. Je ne suis pas mort et ça faut le retenir quand même. Je me suis exilé au Bénin, voilà, pour vivre ma vie loin des médias. Voilà. Et j'ai pas besoin de grand chose, on peut même juste ajouter ça. Voilà, il a juste besoin de 25 000. Et il donne 100 000 $ quand il arrive. Voilà. Moi, tu m'envoies 25 000 francs CFA. Voilà. Moi, je t'envoie 100 000 $ US. Voilà, 25 000 c'est pour retourner aux États-Unis. La compagnie, si vous voulez, la compagnie charter, ou tout ce que vous voulez, la plus low cost au monde. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est cette compagnie qui décède, donc, qui fait Cotonou, New York, à 25 000. Bana. Voilà, pour quand même tenir Michael Jackson, finalement, qui est décidé de faire son retour. Bon, Alpha Blondy ne m'a pas dit s'il a pu payer les 25 000. Ben, pour l'instant, Michael continue son exil loin des médias. Mais en fait, je trouve que les brouteurs, ils font plus d'efforts, franchement. Ils font plus d'efforts. Écrire Alpha Blondy quand même. Mais le drame même, c'est que déjà, quand ils écrivent avec beaucoup de fautes d'orthographe. Ça se voit à l'œil nu. Maintenant, Michael Jackson qui demande 25 000 pour 100 000, le gap, c'est assez large quand même. C'est même pas sérieux. Tous les jours, ils viennent avec une nouvelle technique, et des techniques même, franchement, limite, j'ai envie de dire, connes, quoi. Et Thierry vient de me signaler qu'il faut reconnaître que Michael Jackson, il a du monde qui le suit. Et il a 29 followers. Et depuis, il a 2 publications. Et là, je constate quand même qu'il a fait beaucoup de progrès en français. Oui. Hein, il est anglophone quand même. Quand même. Il écrit quand même relativement bien en français. Donc ça va, Michael, hein, tu nous manques. Donc viens à Abidjan. Non, ces gars-là, franchement, ils sont forts. C'est un phénomène, on en rit, mais ça prend certaines personnes. Oui, Michael, c'est trop gros, mais ça prend des gens, quand ils lancent comme ça leur appât, et ça finit par prendre certaines personnes. Mais la dernière fois, j'en parlais même sur ce plateau lors d'une chronique, tu as la ministre Kandia Camara
qui t'écrit un message WhatsApp. Oui. Ah oui, je me suis trompé de numéro. Il se trompe toujours. Ah, je suis la maman Kandia Camara, la pérée nationale, tout et tout. Il te raconte plein de trucs. Il dit, champion, moi-même, il y a tous les problèmes. Vraiment, où je suis assis là, il y a tous les problèmes. Je ne peux pas régler tes problèmes. Franchement. Si ce n'est pas Kandia Camara, c'est Olivier Ayassé. La championne tout-terrain, c'est la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui est pratiquement dans tous les inbox. Voilà. Ouais. Ou soit Samuel Eto'o-Fils. Voilà, c'est ça. Ou bien sûr, Voilà, tu Oui, non, tu es assis là, le but, t'envoies un grave. message. Dans le cadre d'un concours, là, concours, machin, il faut envoyer des dossiers, concours à la fonction publique, concours là. Moi, je suis assis ici, j'ai rien demandé, quoi. Je n'ai pas envie d'aller passer un concours ou. Et du coup, ça existe même de façon physique. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous accoste un jour dans la rue avec une ordonnance, j'ai besoin que vous m'aidiez. Sauf que souvent, ce sont des personnes qui vous disent la vérité. Mais chat échaudé craignant l'eau chaude, vous vous dites, mais même mieux que moi-même, ça m'est arrivé. Parce qu'un jour, je me retrouve quelque part à Djamé, je me fais piquer mon portefeuille. Et il y a longtemps d'ailleurs, et je décide donc d'accoster quelqu'un pour m'aider à rentrer à la maison. Donc je viens avec toute ma gentillesse, ma politesse, ma bonne foi surtout, en lui disant « Bonjour monsieur, excusez-moi, je me suis fait piquer mon portefeuille. » Et pendant tout mon récit, le gars m'a fait on m'a piqué mon portefeuille, donc s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir quand même 1000 francs pour que j'emprunte un taxi parce que je me rends à Marcory, lieu de ma résidence. Toutes les formes. Hein. Il m'écoute, à ma dernière fois, il faisait ça. Pourquoi tu es comme ça? Tu penses qu'il ne te reconnaît pas? C'est ton travail à bien ici. Ça fait au moins 7 fois que tu me fais le même coup. Le pauvre. Moi, je vais faire là-bas. Et j'ai compris la détresse de toutes les personnes qui venaient de bonne foi, qu'on n'écoutait pas. Mais après, il faut faire attention. Hein. C'était notre minute de sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux, sur l'utilisation que certaines personnes en font, la mauvaise utilisation que certaines personnes en font. Voilà, c'était pour la chronique. L'image du jour eh bien, nous permet d'évoquer la question de ce séisme, malheureusement, dont le bilan, d'ailleurs, ça s'alourdit de plus en plus. On parle de 4000 morts en Turquie et en Syrie. Voilà, donc il évolue. Donc, en Turquie et en Syrie. Est-ce que la zone, André, est-ce que la zone est une zone sismique, quoi, vous voulez dire. Mais après, vous savez, il y a des zones qui n'ont jamais connu de tremblement de terre, et puis un jour, ça arrive. Il y a des zones qui sont plus sujettes à ça. Mais là, ce qui est évidemment dramatique, j'allais dire, c'est que ça tombe aussi sur un pays comme la Syrie à côté, qui connaît vraiment le drame épouvantable de la guerre, qui essaie de se reconstruire et qui va encore se retrouver là à régler des problèmes de séisme. La Turquie, bon, c'est vrai, c'est un pays très important qui peut rapidement se relever. Je crois qu'ils ont un système quand même qui va leur permettre de repartir très vite. Mais derrière, c'est tous ces drames-là. Alain parlait tout à l'heure de 6 000 morts. Voilà. Enfin, on en était à 4 000 au moment où on bouclait tout ça, mais les chiffres évoluent très très vite. Donc, mais en tous les cas, on est au-delà des 4 000. Nos pensées pour les peuples turcs, syriens et surtout pour les populations qui y vivent. On sait que la Turquie est très visitée par un beau monde. Hein. Il y a des touristes, il y a des personnes qui vont faire des achats. Il y a des footballeurs. Il y a des footballeurs. Et justement, parmi lesquels, notre international Max Alain Gradel, dont on a souhaité prendre des nouvelles. Mais ils sont 3 en fait. Il a publié un communiqué. Ils sont 3. Pour dire qu'il se porte bien. Et celui pour qui il y avait beaucoup d'inquiétudes, eh bien, c'était l'international ghanéen, Christian Atsu. Mais la bonne nouvelle... Il a été retrouvé blessé mais vivant. Voilà, sur les décombres. Voilà. En tout cas, donc, voilà. Alors, donc, le dernier décompte, excusez-moi, Brice, 6200 morts. Voilà, André disait. 6200 morts. Ça va vite. Hein, voilà. Surtout que quand on regarde la situation, il y a le froid en même temps. Le tremblement intervient à une période de froid. Donc, du coup, ça n'aide pas en fait dans les secours. Et je pense qu'il y a de nombreux pays, un peu comme la France, qui ont décidé d'envoyer des secouristes, de l'aide et autres. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut reconnaître que la Turquie également réagit de nombreuses fois quand il faut apporter son aide. Lorsque dans des pays, il y a des situations de catastrophe. Et quoi de plus normal que de lui rendre l'appareil en ce moment pendant que ce pays-là... En tout cas, une chose est sûre, c'est plus en Turquie qu'il y a le plus grand nombre de morts. Donc ça va être que
le cœur du tremblement même a eu lieu, donc sans doute plus en Turquie qu'en Syrie. Et puis sur le nombre de morts qui évolue, il faut vraiment que nos téléspectateurs comprennent que c'est qu'on déclare des gens morts une fois qu'on a découvert leur corps, on est sûr. Donc ça évolue au fur et à mesure. Il peut y avoir peut-être là en ce moment, je dis un peu plus de disparus en réalité, mais tant qu'on ne les a pas encore trouvés, on ne peut pas les déclarer morts. Vu qu'on peut retrouver les personnes sous les décombres encore vivantes. Et c'est notre souhait, hein. C'est vraiment du fond du cœur ce qu'on souhaite. Nos bonnes pensées donc pour les peuples syriens. Donc on a vu le message de l'international ivoirien également, Didier Drogba, qui a apporté son soutien. Lui et bien d'autres personnalités connues ou anonymes qui ont décidé de témoigner donc leur compassion, leur soutien. Rajoutons que ce bilan aussi est lourd parce qu'en fait, en réalité, il y a eu une réplique. Il y a eu deux tremblements de terre. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment... là même, on va dire que pour des zones très denses comme ça, comme la Turquie, tout ça, 6 000 morts, c'est vraiment, même avec 2 tremblements de terre, il faut reconnaître que c'est... j'allais dire, c'est pas cher payé, c'est pas le souhait, mais bon, en général, c'est vraiment... C'est ça. Bon, en tout cas, nous, on va penser à eux, et particulièrement, heureusement, hein, donc, à notre sœur Nadine qui s'y trouve aussi, hein, qui nous a donné des nouvelles. Donc, on est content qu'elle se porte bien, elle et tous les autres. On poursuit, les amis, et c'est à Bouaké, qu'on pose nos valises. Souvenez-vous, nous évoquions sur ce plateau, ici, cette mystérieuse maladie qui a fait plusieurs victimes à Akpo-Kankro. Alors, il y a une certaine presse. Nous, enfin, on a des correspondants sur place à Bouaké qui parlent de 19 morts. De sources officielles, donc le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, parle de 16 morts. Parce qu'en temps, il faut savoir que peut-être qu'il y a eu des morts, mais il ne faut pas forcément lier ça à ce qui s'était passé. Donc, officiellement, on annonce 16 morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une campagne de vaccination. Rappelez-vous, on en a parlé ici, dans cette zone. Et à la suite de ça, il y a eu, je crois, 6 enfants qui étaient morts. Donc, du coup... La première hypothèse, c'était que, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci au niveau du vaccin qui avait été administré aux enfants, etc. Donc, cette hypothèse commençait à être déjà... alors, l'hypothèse, très vite, a été écartée, simplement parce que... Il y a des enfants qui n'avaient pas été vaccinés. Et qui sont morts. Donc, il s'était dit tout de suite que ce n'était pas le cas. Et quelques 2 semaines après, il y a eu à peu près une douzaine de morts. Il y a un mois. Ouais, le premier cas, c'était en décembre, le deuxième cas, c'était en janvier. C'est ça. Voilà. Donc, dans les mêmes circonstances. Du coup, le ministère a diligenté vraiment, l'État en tout cas a pris les choses en main avec une grosse équipe des spécialistes de l'Institut Pasteur, de l'Institut national d'hygiène qui sont allés là-bas et qui ont aujourd'hui permis de comprendre et d'identifier, on va dire, le germe en question. C'est un germe. Donc, c'est vrai, dans la conférence de presse, on nous dit que c'est un fétiche. Donc, du coup, on se dit non, mais enfin, c'est le fétiche, en fait, si tu veux, la pratique de ce dernier-là, fétichiste, qui a contaminé la zone avec ce germe qui était, soit dit en passant, lié à un poulet. Oui, c'est ça, parce que pour la petite histoire donc, de ce qu'on a lu, hein, de l'explication du ministère, André le disait, hein, de la Santé, de l'Institut Pasteur. Donc, du coup, il y a il y a de l'eau. Il y a de l'eau. On utilisait un poulet donc, pour pouvoir adorer donc, le fétiche. Et à un moment donné, les enfants ont dû utiliser ce poulet. En fait, déjà, même le poulet se débattait. Voilà, donc du coup, il a dû propager. Il propageait les germes. Après, le poulet a été plumé par des enfants qui ont été infectés. Eux aussi, ils ont commencé à contaminer d'autres personnes. Ouais, donc finalement, de fil en aiguille, bon, ça a commencé à contaminer tout le monde. L'Institut Pasteur donc, a pu identifier ce germe-là, qui est assez dangereux, mais en tout cas, déjà identifié. Bon, la bonne nouvelle, c'est que parmi 34 malades qui avaient été hospitalisés, 24 ont pu regagner leur domicile. On peut dire que donc, des efforts sont... La première fois déjà, je crois que le ministère avait réussi à circonscrire l'épidémie jusqu'à ce qu'il y ait une autre célébration. Et après... Non, parce que déjà, le problème, c'était de savoir si c'était une épidémie. De chercher à savoir. Il y a des morts, mais on ne sait pas si c'est une épidémie, c'est une maladie qui se propage. Donc, il a fallu comprendre ça.
Et très rapidement, avec ce qu'on a dit là, en écartant certaines Hypothèse. hypothèses, ils ont fini par se rendre compte que ça n'avait rien, ce n'était pas une maladie en fait qui se propageait, mais qu'il devrait y avoir une source qui avait été contaminée et qui justement avait entraîné ces situations extrêmement tragiques pour ce petit village de Bokankro. Donc c'est l'eau qui était contaminée alors. L'eau du fétiche. L'eau qui est faite pour asperger, pour tout ça. Parce que le poulet, il est aussi mis dans l'eau pour tout ça. Donc, quand le poulet se débattait, c'est toute la pratique fétichiste qui a été... Ouais. Mais le féticheur lui-même, il n'a rien eu. Lui, selon certaines sources, il serait en prison, enfin le temps d'établir vraiment... d'établir vraiment la gravité. Est-ce que c'est, on va dire, comme on dit souvent, homicide involontaire ou, voilà. Mais moi, je me pose, est-ce que c'est lui? Non, un homicide involontaire, vous savez au moins ce que c'est, là où Oui, je sais, mais je veux dire... Quand vous avez tué des gens, alors que vous n'aviez pas cette intention, donc voilà. Pratiquement, on sait que dans certains villages, on parle de forêt sacrée, on parle de lacs sacrés et autres. Donc, c'est le moment que c'est tout le village qui adore le fétiche. Non, mais bon, pour l'instant, il faut reconnaître, bon, il n'y a pas de procès pour le féticheur. En tout cas, certainement pour les nécessités d'enquête. Bien sûr. Il a dû être... Voilà. Oui, parce que l'enquête est importante, parce qu'on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que le sens de l'enquête, c'est savoir, il se peut, enfin, ça peut être une hypothèse que ça ait été une intention de sa part, comme voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que féticheur, je tue 2-3 personnes et tout le monde se dit après qu'il faut qu'on aille consulter encore plus le féticheur parce qu'il y a un sort, il va... Enfin, tout est possible en fait. Donc c'est ça aussi le sens de l'enquête. Oui, mais qui l'avait sollicité? C'est ça. C'était à quelle occasion? Non, mais il faut que l'enquête nous détermine tout ça. Des informations qu'on a, le fétiche a été détruit. Ils sont en train de chercher tous les autres endroits où les fétiches similaires... Parce que moi, je pense que c'est un fétiche du village. Mais comment tu penses alors qu'on n'a même pas... C'est une enquête qui va permettre de déterminer. Mais enfin, je t'explique. Là aussi, c'est très intéressant. Si le sens de la question, c'est d'essayer de comprendre comment se passent certaines pratiques fétichistes, il arrive que dans des villages, moi j'ai été à Boisflé, il arrive qu'on sollicite par exemple des commiants. Oui. Un commiant, c'est quelqu'un qui peut venir de très loin. Il peut venir d'Abidjan, il peut venir d'ailleurs, il peut venir de Yamoussoukro, de choses pour s'établir à Tibissou ou à Boaké. Et là, il vient, et comme il est en contact avec des mânes, il a déjà fait pas mal de choses, donc il arrive. Donc ça dépend d'un certain nombre de choses. C'est comme, je ne sais pas, un pasteur star qu'on soulève, on va faire des prières, je ne sais pas où, à Daloa. Non, moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire... Ça marche souvent comme ça. Ce qui m'intrigue, c'est que le féticheur lui-même qui a manipulé, en fait, le poulet, il n'est pas tombé malade. Enfin, en tout cas, dans les faits, on ne nous dit pas s'il est tombé malade Mais ou c'est pas. pour ça que l'enquête est importante, pour savoir est-ce que finalement, il ne contamine pas les gens pour tu vois... Ce qui n'est pas porteur. Après, scientifiquement, il y a des explications. Est-ce qu'il est spéculation? Oui, mais exactement, moi je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je vais arrêter ces débats-là. Merci beaucoup. Pour revenir aux faits, eh bien, les faits sont que le ministère de la Santé, donc l'Institut Pasteur, ils ont détecté donc une raison qui pourrait être celle qui justifie cette cascade de décès au niveau du village de Bokankro. Voilà, on poursuit. De toute façon, dans les prochains jours, on en saura plus. C'est tout. Ouais, on va s'intéresser au PDCI. Il faut arrêter avec le fétichisme. J'ai bloqué le fou rire, mais vous... Ah ouais? Je pense qu'il y a eu des drames soit dans les églises et les mosquées. Hein. Moi, voilà, faut pas non plus. Et même au cinéma, où on a eu quelqu'un qui jouait le rôle d'un exorciste, comme André dans le film de Connie. Moi, je dis, il ne faut pas tout de suite commencer à attaquer les pratiques fétichistes. Non, je dis juste que... Parce que je dis juste, arrêtons le fétichisme. Mais pourquoi? Souvent, ça peut contaminer, ça peut tuer. Mais pourquoi? Il y a des religions animistes. Ça va être un autre débat que vous allez mener à la maison et puis un autre jour, on trouvera l'occasion de le mener sur le plateau. Arrêtez cette Pour l'instant, on s'intéresse au propagande. PDCI. On s'intéresse au PDCI. Et à son fétiche. Et à son fétiche, pourquoi pas. Là-bas, on peut dire que... En tout cas, concernant les faits, ce qui nous intéresse au PDCI, eh bien, c'est le départ. Donc, ils ont évoqué la question des départs donc, de 3 membres. Je dirais, enfin, après, je relativise concernant l'importance, mais en tout cas, parmi ces membres, il y a l'ex-directeur de cabinet du président Ikonan Bédié, du conseil de surveillance donc, du PDCI. Il y a M. Kwaku, qui est ex-membre du conseil de surveillance, et M. Albert Ncho, maire d'Agboville. Ils sont partis du PDCI et devinez où?
Ils ont posé la valise. Au PPACI? Ah non, Ah. ça n'arrive pas souvent. Pour une fois. Au RHDP. Au RHDP, bien sûr. Bon, déjà, pour ceux qui critiquent, encore une fois, qui parlent de ce départ, est-ce que c'est normal ou pas que les gens décident de quitter un parti pour aller dans un autre? Écoutez, c'est leur liberté. Hein. Je pense que j'ai lu dans les propos de M. Indri qu'il avait constaté des dysfonctionnements qui l'ont conduit à prendre cette décision de quitter le PDCI. Et pour le RHDP, c'est une belle prise parce qu'il était quand même le directeur de cabinet et un homme de confiance du président Bédié. Donc je pense que ça annonce quand même des jours un peu sombres pour l'ancien parti unique. Hein. Moi, je pense que c'est pas bon signe. Alain le dit, mais je vous pose la question dans l'autre sens. Est-ce que tous ces départs, vous pensez que ces départs affectent le PDCI? Mais forcément que ça affecte le PDCI. Ils disent non. Non, il dira forcément non, mais quand tu écoutes le dernier discours du président Bédié lors de leur convention à Daokro, où il parlait de le PDCI n'est pas à vendre à Lankan et autres, tout ça, quand tu regardes la teneur du discours, tu sens que c'est un message clair qu'il envoie à tous ceux qui veulent aujourd'hui peut-être partir vers d'autres horizons. Mais voilà. Mais n'empêche que ça touche, parce que quand, imagine-toi en politique, ce n'est pas un simple sympathisant qui part, c'est ton directeur de cabinet, ton bras droit qui s'en va. Un ancien directeur de cabinet. Oui, que tu le veuilles ancien ou pas, il a été ton plus proche collaborateur. Quand il part, ça touche toujours. C'est ça. Ça touche. Non, là, En termes d'image. Tu veux dire ça touche Bédié ou Voilà, quand vous parlez, non, mais moi, justement, c'est important. Moi, je dis, ça va donc, du toucher point de Bédié. vue affectif ou du point de vue impact? Il faut constituer moi, les choses. je parle du point de vue affectif, comme du point de vue même du parti. Parce que quand tu le veuilles ou non, ces personnes qui partent, est-ce qu'ils n'ont pas un poids dans leur région? C'est de l'électorat que tu perds forcément. Non, ce n'est pas des élus, ce n'est pas des... Il y a quand même le maire d'Agboville qui était déjà un indépendant. Donc, c'est pas... Non, mais moi, franchement, je pense que ça ne va pas atteindre le PDCI. Ça, je pense. Ça ne va pas atteindre le PDCI. Ça peut gêner le président Bédié parce qu'il avait peut-être une relation particulière, mais il avait déjà été sorti du cabinet du président Bédié. Et après, moi, franchement, j'aime mieux comme quelqu'un comme Patrick Hachi ou les autres qui avaient choisi le RHDP. J'allais même dire pour des questions stratégiques dès le départ. C'est-à-dire qu'on devait former un grand parti, ils sont partis. Là, moi, je pense que c'est plus clair. Mais lui, dans son cas, moi, j'ai quelques difficultés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusqu'en 2020, s'était retrouvé dans cette opération, pour employer le mot de tout ça, Alain, cette fameuse opération foireuse du CNT. Et il avait payé le prix fort, puisque pendant que tous les autres étaient sortis, lui, il était encore en prison, le Ndri Narcisse. Donc, il a vraiment galéré. Et quand il sort de là, et qui aurait des dysfonctionnements dans son parti, ça c'est l'autre angle. Mais quand on a des dysfonctionnements dans son parti, on reste dans son parti pour lutter, pour faire changer les choses, pour prendre le pouvoir. Parce qu'on va améliorer les choses. Je te rappelle de l'autre. Mais chaque fois aller dans un autre parti, je ne comprends rien. Taubira qui disait que souvent résister, c'est rester, mais souvent résister aussi, c'est parti. C'est une forme de résistance pour lui aussi. J'ai tout dit, j'ai tout fait, rien ne change, rien n'avance. À un moment donné, je pars, je vous laisse la machine, faites ce que vous voulez, mais je vais voler ailleurs. Mais on va voler ailleurs, mais on ne va pas dans le parti qui vient de nous faire subir quand même tout un ensemble d'affres. Oui, mais quand ce parti qui est en face... C'est ça aussi que moi je ne comprends pas. André, quand ce parti qui est en face de toi aussi, tu le regardes, tu vois qu'il a un bilan. Tu vois ses progrès, tu vois qu'ils ont des ambitions, ils ont une vision pour la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, nous, on est assis pratiquement en état de léthargie. À un moment donné, tu te dis, ce parti n'a pas envie d'avancer, je pars. Parce qu'il faut sortir de ce prisme-là où, parce qu'on est dans un parti, j'ai souffert, il y a ceci. À un moment donné, il faut revoir ses positions, revoir ses priorités. Ça ne t'étonne pas, Daouda, que chaque fois, la marche, c'est vraiment, à part quelques cas rares comme celui de Nyamien Konan, quelques cas rares, où on voit des gens qui quittent le parti au pouvoir pour aller dans l'opposition. En général, c'est toujours les gens de l'opposition qui viennent là. C'est qu'ils n'ont pas d'ambition, André. Voilà, à un moment, on se dit, mais est-ce que c'est que le parti en face ne marche pas, sûrement. Non, moi, je pense aussi qu'il y a un peu de frustration du côté de Ndri Narcisse, parce que quand il est parti en prison en 2020 et qu'il en est sorti, il n'a pas été reconfirmé comme directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié. Donc, je pense qu'il y a eu toute une succession, en fait, de situations qui ont dû le frustrer, qui aujourd'hui font
qu'il change en fait de paradigme et qu'il a envie en fait d'aller voir ailleurs. Après, on ne peut pas débattre sur les convictions des uns et des autres. Si au départ il s'est engagé au PDCI, d'ailleurs il faut le rappeler, en 99 il a aussi quitté le PDCI pour aller au FPI quand il y avait eu le coup d'État, on s'entend, avec le président Henri Konan Bédié. Donc ce n'est pas la première fois en tout cas qu'il change de fusil d'épaule. Donc si aujourd'hui il le fait, moi je pense qu'on ne va pas débattre sur ses convictions. Il a ses raisons de partir et je tiens quand même à souligner l'une de ses phrases. Il a dit nous décidons d'adhérer pleinement au RHDP qui œuvre au rapprochement des Ivoiriens. Donc ça veut dire aussi plus ou moins qu'il épouse les valeurs et les idéaux. Mais chaque Ils fois, s'en est rendu compte que maintenant... Voilà, et chaque fois, Isabelle... L'erreur est humaine et mieux vaut tard que jamais. Bon, et voilà, Isabelle, chaque fois, l'herbe est plus verte là où il va. Non. Parce que quand il allait après le coup d'État, évidemment, le général Gueye préparait... Mais on est en politique, et donc, on chaque va fois, là où ça il ne se lance jamais dans une aventure où il va devoir lutter, crapahuter pour pouvoir faire marcher ses idées. J'ai un problème avec un peu ton acharnement parce que quand ce sont des gens qui quittent d'autres partis, le RHDP peut aller dans d'autres partis, on ne s'en plaint pas, on ne s'en émeut pas. Mais pourquoi diantre quand quelqu'un quitte un autre parti, Bruno RHDP, on estime qu'il y a problème. Mais Daouda, déjà, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas d'acharnement, mais c'est surtout... Oui, pas d'acharnement. Non, je dis ça pour André. Il faut le titiller. Mais c'est bien, donc vous accepterez quand il vous titille la prochaine fois. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un aujourd'hui, vous évoquiez le cas Nyamia Konan, mais nous avons essayé de comprendre ses motivations. Donc l'objectif de tout ce débat, c'est de comprendre les motivations, de comprendre les raisons, de comprendre les convictions. C'est pour ça que et surtout, si moi-même je suis au RHD, bon, parce qu'ils sont capables de couper cette séquence, vous dites, le gars lui-même, il a dit qu'il était au RHDP. Si quelqu'un, si les gens du RHDP eux-mêmes, à un moment donné, peuvent se poser des questions, disent, mais ces gens qui s'en vont, qui viennent, aujourd'hui c'est peut-être bien d'avoir l'impression qu'on porte un coup au parti en face parce qu'on lui retire des personnes, mais est-ce que ces personnes-là, la fiabilité de ces personnes-là même n'est pas on n'a pas à s'interroger sur la fiabilité? Non, mais en fait, non seulement c'est dynamique, mais c'est une question d'image aussi. On est en pleine année, comment dirais-je, politique, enfin charnière politiquement, voilà. Donc je veux dire, il faut que chaque parti en fait joue de tout son poids en termes d'image pour pouvoir attirer le maximum d'électeurs. Et c'est le cas d'espèce en fait avec le RHDP et toutes ces défections qu'il y a dans les différents partis politiques. Non, mais comment je suis pas d'accord, Isabelle. Dans le cas d'espèce, on ne parle pas d'alliance, mais on parle de ralliement. C'est un ancien député, il a perdu, n'était pas chose. Narcisse n'est pas élu, Ndri Narcisse n'est pas élu, à part le maire Ncho, qui lui, en revanche, on peut comprendre la stratégie politique. Parce que là, le FPI, qui avait très souvent remporté des sièges à Beauville, enfin le FPI, les supporters de Laurent Gbagbo, donc ce sera le PPACI probablement. Donc lui, il a besoin de s'allier stratégiquement à un parti qui est un peu plus costaud dans le cadre justement des municipales à venir. Donc moi, lui, je peux comprendre ça. Moi, c'est vraiment sur le cas d'André Narcisse. Sinon après, on a le droit d'aller faire alliance, de faire une stratégie, d'adhérer à un parti parce que ça va nous donner plus de poids pour les futures échéances. Et puis je pense que sur le plan symbolique, c'est quand même fort en fait. Après le départ de ce député que nous avons reçu ici, enfin de cet ancien député, maintenant c'est son ancien directeur de cabinet, il y a eu d'autres départs également. Je pense que c'est une séquence de fragilisation du PDCI qui pourrait contraindre le président Bédié, peut-être d'ici, je pense, 6 à 9 mois, on sera situé, peut-être même à retourner au RHDP. Ce n'est pas une hypothèse à exclure. Parce que l'enjeu politique principal, c'est d'abord les élections locales de la fin de l'année et puis surtout la présidentielle. Et l'alliance avec le PPACI, je ne pense pas que cela puisse se conclure aussi aisément, puisqu'il semble que le président Bédié n'ait pas toujours confiance en son partenaire du PPACI. Donc, la marge qu'il a aujourd'hui et qui lui permettrait peut-être de ne pas se renier du point de vue politique, compte tenu de son histoire avec le président Ouattara, c'est de repartir au RHDP. Donc, vous savez, en politique, il n'y a pas, comme on dit, excusez-moi, la dignité, voilà, tous les la fierté, etc. C'est dynamique. Tous les partis politiques, en tout cas les principaux aujourd'hui, veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Il y en a un qui est aux affaires, qui s'appelle le RHDP, et c'est vers lui qu'affluent enfin tous les autres. Donc ceux qui partent, il ne s'agit pas de reniement. Je ne pense pas que M.
Ndri, qui avait des convictions qui lui ont permis de travailler, le général Gay se réunit en revenant au PDCI. Ah, mais moi, je me pose la question quand même. En partant. Non, mais je pense que c'est quand même assez dynamique, la vie politique. Laurent Gbagbo lui-même, même s'il n'a pas dirigé ou en tout cas fait partie d'un gouvernement du président Houphouët, je pense, quand on lit ses derniers ouvrages aussi, changer sa compréhension ou sa perception de la politique du président Houphouët. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui ont évolué, qui ont changé leurs opinions, même s'ils sont toujours restés engagés dans tel ou tel parti. Est-ce que j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pensez que tous ces départs-là peuvent laisser croire qu'il y a un problème au PDCI? Oui, à l'évidence, il y a un problème. C'est la même mise d'un président qui ne laisse pas de marge à d'autres partenaires au sein de son parti et qui crée aussi une forme d'exaspération qui se traduit par ces départs. Je veux avoir d'autres avis. Oui, non. Vas-y. Non, vas-y. Parce que Pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a des jeunes à un moment donné qui sont pleins au PDCI qui estiment qu'on ne leur donnait pas assez la parole. Bédier qui est assis en président omniprésent, omniscient à tout moment. À un moment donné, on a vu un Jean-Louis Billon qui est en train de toquer à la porte à chaque fois. Il serait candidat, même s'il ne veut pas aller contre Bédier. J'avoue que sincèrement, il y a problème. André? Non, moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a problème. La preuve, quand il y a eu ces démissions-là avec Dodo, avec bien d'autres, ils ont été remplacés. On a fait monter le directeur de publication donc, du Nouveau Réveil en la personne du maire de Tout-le-Pleu, Denis Casillon. Il y a d'autres. Peut-être qu'Héroïssa s'est renouvelé, mais voilà, donc à partir du moment où. Est-ce que les raisons. Ce que je veux dire, à partir du moment où le renouvellement est fait comme ça, permettez-moi l'expression du tic au tac, je pense que ça se passe. Oui, il n'y a vraiment pas de problème en tant que tel. Je pense que la saignée on a vu dans les élections, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Hachi, avec. J'avais les deux questions, mais la deuxième question, je vais aller rapidement là-dessus. Est-ce que le pouvoir de séduction du RHDP n'est pas trop grand en ce moment? Parce qu'il y a peut-être un problème, ou il n'y en a peut-être pas, mais il y en a peut-être qui sont attirés par le... Tous les partis au pouvoir sont séduisants. Ça, je veux dire, ça... Mais ça s'observe oui, même en France. Il peut ne pas avoir de problème au PDCI, mais tout le monde a envie de partir vers ça. Oui, mais en fait, il y a qu'à voir les grandes réalisations de développement du président Alassane Ouattara. Je veux dire, qui ne peut pas s'inscrire dans cette dynamique-là? Pour moi, c'est logique, en fait. Ça, c'est le discours officiel. Mais en fait, sonder les cœurs, je ne pense pas que ce soit forcément le bilan. Non, mais on ne va pas rentrer dans le cœur de chacun pour savoir ce qu'il pense. Moi, je veux qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de ce débat du dit les gens vont au RHDP à cause du confort digestif. Ça n'a rien à voir. Mais si, c'est une question de conviction. Mais si. Non, Alain, non. Tout ne se résume pas au ventre quand même. Non, mais le ventre ici, moi, je pense que le ventre est essentiel à la politique. Surtout quand le ventre est mou. Mais bien sûr, on va en politique parce qu'on a envie de mettre en œuvre ses idées. Et où on peut mettre en œuvre ses idées, c'est dans le parti au pouvoir. Et comment le parti au pouvoir va vous faire mettre, c'est en vous confiant des responsabilités. Mais c'est normal. Arrêtons de nous faire peur en pensant qu'on ne fait pas la politique pour manger. Non. On mange, mais ce sont ces idées qu'on met en œuvre. Et c'est normal. Mais quand on est, tu sais, en même temps, quand on est dans un village, quand on est dans un village où on ne se sent plus à l'aise, on quitte ce village pour aller dans un autre campement ou dans un autre village où on se sentirait mieux. Bon, je pense que c'est le cas. Mais ça peut ne pas être le parti au pouvoir. J'ai entendu sur ce plateau certains dire, depuis que j'ai quitté le PDCI, j'ai pris 4 kilos. Ben oui. on va vers le parti qui nous garantit une souveraineté alimentaire. Voilà. C'est pas mal non plus, c'est pas mauvais. Voilà. On marque une pause. On a eu le temps quand même de respirer un bon coup pour un sujet. Et vous êtes très nombreux sur nos pages des réseaux sociaux à vous exprimer. On voit vos réactions. Et là-bas, le débat se poursuit. Et ça, c'est très intéressant. Ça rend dynamique. Donc les choses, c'est la vie politique en Côte d'Ivoire elle-même qui est ainsi libellée avec ses points de vue souvent opposés. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend la chose agréable et vos différents points de vue. Les amis, on va parler de paix. On va parler de paix et surtout du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On le sait, ce prix sera décerné demain donc, à la chancelière allemande Angela Merkel. André, qui a des informations très très fraîches, nous indique qu'en ce moment même, le chef de l'État est à l'aéroport en train d'accueillir ses hôtes. C'est une... il me semble que, si j'ai bonne mémoire, ça doit être la toute première fois, ou je ne sais pas s'il y en a une,
où on fait la remise du prix ici, en Côte d'Ivoire. Donc, Houphouët, et c'est pourquoi on doit insister sur le fait que ça fait partie de son héritage. Houphouët a 2 héritages. Il y a la paix qu'il nous a léguée, il en a parlé, il veut qu'il y ait la tranquillité dans le pays. Et puis, il y a ce prix-là pour faire la promotion de la paix hors de Côte d'Ivoire, dans le monde, à l'UNESCO, à qui il a fait une vraie donation pour que ce prix-là continue de fonctionner année après année. Donc, c'est déjà pas mal que le prix, 30 ans après sa disparition, résiste. Et à côté d'une puissance comme Nobel, Nobel, c'est beaucoup d'argent. Et Houphouët, l'Africain, qui réussit à maintenir son prix, je pense que ça valait quand même qu'on marque un temps pour en parler, parce que c'est très important que ça participe aussi à l'histoire du monde. Et surtout que c'est la première fois que ce prix-là est remis en Côte d'Ivoire. Certains déjà s'en étaient pleins. Et à cet effet, je pense qu'on en parle au téléphone avec M. Jean-Noël Loukou. Il est secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Bonsoir M. Loukou, vous êtes en direct. Vous nous entendez, M. Loukou? Bonsoir, professeur. La liaison n'est pas très... Ouais, la liaison, on va le rappeler. On va continuer à parler. Oui, on va rappeler, donc on va réessayer. Voilà. Donc là, pour rajouter, c'est qu'à côté du prix, donc, il y a la fondation, justement, il ne faut pas oublier, Félix Houphouët-Boigny, la fondation qu'on connaît avec Chet Baptiste à Yamoussoukro, avec le secrétaire général qu'on aura, on espère bien, grâce au dieu de la technique, qui est aussi là pour continuer de pérenniser l'œuvre d'Houphouët. Il y a beaucoup de réflexions, ils produisent de la littérature scientifique, des questions de réflexion sur l'œuvre d'Houphouët, comment la maintenir. Donc, je pense comment la maintenir, c'est une bonne question. Qui a fait un tour à la Fondation récemment? Moi, j'y étais, il y a 3 ou 4 mois. Ouais, la Fondation, franchement, il y a des parties de la Fondation qui sont en train de tomber en ruine. Tu vois, quand tu arrives à Yamoussoukro, il y a des bâtiments que vous faut léguer en héritage. Même, regarde l'école, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le nom de l'école. L'INSTP. Voilà. Pratiquement, non, tu vois... attention, c'était l'INP. Voilà, l'INP, voilà. Tout a été quand même, ça a été quand même rénové. Je dis, aujourd'hui, l'héritage, il faut qu'on puisse perpétuer cela dans le temps. Et je crois que c'est bien d'ailleurs que cette célébration ait lieu et qu'elle ait lieu régulièrement parce que ça permettra de rendre plus dynamique, de rénover, qu'il y ait beaucoup plus de mouvements. Parce qu'il ne faut pas attendre chaque 3 ans ou à la faveur d'un décret exceptionnel pour pouvoir le rénover. Donc je crois que ça participe donc à la bonne dynamique de la vie et surtout de cet héritage dont vous parliez tout à l'heure, André. Alain? Oui, enfin, moi je m'interroge sur l'utilité de ce prix, comme celui du Nobel d'ailleurs, parce que on sait que très souvent, des gouvernements proposent des personnalités qui leur sont proches. Et je crois que c'est aussi le principe du prix Houphouët. L'idée... Je vous interromps, c'est bon, il est en ligne. 15 secondes. Bon. Merci de me donner la parole, Alain. Professeur, vous nous entendez mieux? Oui, je vous entends, oui. Très bien. Bonsoir, professeur. On vous appelle, vous êtes à Yamoussoukro en ce moment, vous êtes sur place? Oui. Est-ce qu'on peut faire un peu le point des préparatifs? Est-ce que tout est fin prêt pour accueillir donc cette magnifique et grande célébration demain? Tout est fin prêt. Je suis même en ce moment à la Fondation pour le protocole d'État est en train de faire les dernières mises en place. Et justement, vous parlez de la Fondation, on en parlait il y a quelques secondes, à propos de rénovation éventuelle. Est-ce que la Fondation a bénéficié de cette fameuse rénovation dont on parlait sur le plateau? Non, la Fondation, vous savez, l'ouvrage a été achevé en 1987, donc ce n'est pas en un mois qu'on peut faire une rénovation. On a fait tout juste les nettoyages, les décorations pour la cérémonie. Maintenant, la réhabilitation de la Fondation, c'est une autre affaire. Et c'est prévu. Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, on a été coupé, mais j'ai entendu quelqu'un sur le plateau dire que c'est la première fois que le prix est décerné en Côte d'Ivoire. Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. Ça a été décerné le 5 décembre 1995, ici même à la Fondation. Et les lauréats étaient le roi Juan Carlos Ier d'Espagne et l'ancien président américain Jimmy Carter. Donc, c'est la deuxième fois. 1995-2023, pourquoi tant de temps? Oui, parce que la plupart... Au point qu'on a oublié la première, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. C'est surtout au siège de l'UNESCO à Paris qu'a lieu la cérémonie de remise solennelle des prix. Selon les statuts du prix, il y a le siège de l'UNESCO ou tout autre lieu sur proposition des parties prenantes. Et depuis que le prix existe, ça fait depuis 1989, ça a été remis à Yamoussoukro en 1995 et à Dakar en 1997. Le reste du temps, à Paris. Alors, professeur, parce que là, je vais en profiter, c'est une question en même temps pour m'en prendre un peu à tout ça, là, sur justement l'opportunité de ce prix. Est-ce qu'aujourd'hui, ce prix peut recevoir des critiques dans la façon dont sont choisies ou sont désignées les personnes qui doivent être lauréates? Mais d'abord, à quoi sert-il? Non, je ne pense pas qu'il y ait des critiques. Il y a un jury international composé de personnalités de notoriété internationale et qui font un choix exhaustif en examinant ce que les candidats ont fait pour la promotion de la paix. Et quand vous prenez la liste de ceux qui ont été primés, c'est quand même des personnalités de haut rang, de haut vol. Voilà. Donc, je pense que les choix du jury sont judicieux. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la plupart de ceux qui ont été primés par le prix Félix Houphouët-Boigny ont reçu par la suite le prix Nobel de la paix. Alors, le dernier, c'est le premier ministre éthiopien qui a été primé en 2019 et qui a reçu après le prix Nobel de la paix. Professeur, quels sont les critères qui ont présidé au choix de Mme Merkel? Alors, selon le communiqué publié par le jury, c'est son action en faveur des réfugiés. Vous savez qu'il y a eu un afflux de réfugiés en Europe à la suite des guerres en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et la plupart des pays européens, sous la pression de leur opinion publique et de partis de droite et d'extrême droite, n'ont pas voulu recevoir ces réfugiés. Et c'est l'Allemagne de la chancelière Angela Merkel qui a ouvert ses frontières et qui a accueilli plus de 1 200 000 réfugiés. Voilà. Très bien, très bien. Moi, professeur, la question aujourd'hui, quand je sais que la Côte d'Ivoire a traversé une crise post-électorale, une crise de pratiquement 10 ans, à quand un lauréat ivoirien? Quand on sait que nous aussi, dans ce contexte de réconciliation, de cohésion. La liaison n'est peut-être pas très bonne avec Yamoussoukro. Merci, Maï. Ouais, la liaison téléphonique, sachant que franchement, c'était très bien. J'allais vraiment poser la question, peut-être qu'il nous entend, professeur, quand il va nous reprendre. Qu'est-ce qu'on fait dans cette bâtisse aussi imposante qu'est la Fondation? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelles sont ses activités quotidiennes? Qu'est-ce qu'on fait au-delà du prix? Est-ce que je me trompe pas? Je ne sais pas, moi je l'ai visité il y a peut-être un an, moins d'un an. Est-ce que le Sénat ne s'y réunit pas? Non, il y a un hôtel. Aujourd'hui, il y a mais ils se réunissent là maintenant, là où ils font les plénières, c'est à la Fondation. Oui, c'est la Fondation. C'est la Fondation. Oui. Mais vous restez sur le bâtiment. Le bâtiment, on l'appelle la Fondation. Mais qu'est-ce que la Fondation elle-même? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire que quand le professeur Jean-Noël Loukou prend son attaché-caisse le matin, qui va là-bas, c'est quoi son travail? Je ne suis pas sûr que c'est de nettoyer les fenêtres, quoi. C'est vraiment... Je ne sais pas, c'est quoi? Il y a une réflexion, il y a un comité qui réfléchit à la paix, qui essaie de voir comment l'imposer. Et puis on allait profiter pour corréler ça avec son rôle dans ce qui Quand vous sortez les critiques, il faut reconnaître également que la Côte d'Ivoire a décidé de décerner ce prix à Abidjan. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Ouais. Et cette fois, on va le dire. Avec mais non, justement, 95, 2023. Oui, Houphouët est mort il y a 30 ans exactement. Voilà. Donc c'était on enlève 2 ans, il y a 28 ans. Quoi. Après, on accueille les chefs d'État. Donc ça rend dynamique un tout petit peu les activités au niveau de Yamoussoukro. Ouais. C'est bien. Faut s'en réjouir, les amis. Parce que j'ai l'impression que... Non, mais moi, je me réjouis que le prix soit à Yamoussoukro. C'est toujours dans ce que moi j'avais dit en introduction. C'est la terre d'Houphouët. Sa fondation, je pense aussi... Une fois qu'on a... Vous riez. Non, je lisais. Il y a un commentaire. Oui, j'espère qu'on va avoir 2 minutes avant pour terminer l'entretien avec le professeur Loukou, le temps qu'on le remette en ligne, 2 minutes. Parce qu'une fois qu'on a parlé de cette bâtisse-là, pour qu'une telle bâtisse continue d'avoir ses rénovations année après année, moi je pense que la cérémonie de distinction doit avoir lieu là. Parce que ça obligerait non seulement
cette donation qui a été confiée à l'UNESCO pour le prix, tout ça, etc., d'être logé ici et de servir à maintenir, j'allais dire, cette fondation, ce beau bâtiment. Et voilà, pour moi, ce serait ça. Ça pourra même avoir des répercussions même sur la ville de Yamoussoukro, les populations de Yamoussoukro. Voilà, parce que chaque année, on va... Bon, quelque part, je comprends, Alain, mais n'empêche que... Vous êtes un peu idéaliste, il faut arrêter voilà. un peu. Mais moi, la mais question... comment idéaliste? C'est concret, le prix est remis depuis 30 ans. À un moment, il faut qu'on se dise que ce prix-là ne va pas disparaître, parce que ça fait 30 ans que ça existe. Non, mais c'est bien pour perpétuer le nom, la mémoire d'Houphouët, son œuvre, ok. Mais je ne pense pas que cela puisse vraiment changer la face de notre pays. Hein. Il faut... Restons un peu Non, c'est une chose lucide. après l'autre qu'on met ensemble. Là, on fait le prix. Une autre chose, on a le 15 novembre qui est journée de la paix. Mais Alain, il ne faut pas me dire que ça ne va pas changer la face du pays. Mais forcément. À un moment donné, aujourd'hui, demain, les caméras, les micros du monde entier seront braqués sur Yamoussoukro, on aurait pu décerner ce prix à 3 personnalités de notre pays. Lesquels? On ne parle pas encore de ces 3 grands. Oui, parce que justement, ces personnalités ont œuvré ces 2-3 dernières années quand même à mettre fin à la tension qu'il y avait dans le pays, même s'il y a encore... Mais justement, quelqu'un aurait dit, ces personnalités ont peut-être travaillé à mettre fin à la tension qu'elles ont peut-être elles-mêmes créée à cette allure. Mais il y a un jury... Oui, mais c'est comme ceux qui font la guerre qui reçoivent le Nobel. À la fin de la guerre, on récompense des adversaires politiques. Shimon Peres voilà, aux militaires. Donc je pense, au lieu d'aller... Franchement, Merkel qui reçoit 1 million de réfugiés, c'est sympa, mais nos pays d'Afrique aussi ont ce principe-là d'accueillir d'autres populations qui fuient des conflits, etc. Non, mais dans le contexte dans lequel ça s'insérait, je veux dire, c'est pas que c'est sympa, c'est impactant, c'est fort. Quand on sait qu'en Europe, en fait, la politique d'immigration est compliquée, accueillir plus d'1 million de réfugiés sur son territoire, pour moi, c'est vraiment à saluer. Elle mérite ce prix Nobel, elle mérite le prix. Oui, là où l'Italie même qui fait frontière avec tous ces autres pays là qui sont autour de la Méditerranée, Chypre, etc., où il y a eu vraiment beaucoup de difficultés à accueillir les réfugiés. Non, je pense on peut comprendre, mais Alain, rien n'exclut justement qu'on ne retrouve pas nos 3 grands, comme c'est votre souhait, en train de recevoir ce prix. Lui voilà. pour le coup, il fait sa propagande pour ces 3 grands, et c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je pense pas que c'est une propagande. Non, c'est la question... Vous n'avez pas le droit. Non, c'est la question que j'ai posée. Malheureusement... Vous avez demandé, vous, à quand? Oui, à Caen. Mais ça veut dire, quand vous dites à Caen, un Africain, un Ivoirien... Non, un Ivoirien. Ben, ça peut être monsieur... Mais on vous a parlé de l'Éthiopien, du Premier ministre éthiopien. Je ne peux pas dire Africain. À Caen, un Ivoirien. Oui, ça peut être Hassan Hayek, pendant qu'on y est. On parle d'un prix qui pérennise les valeurs qu'incarne Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, qui incarne le mieux les valeurs de Félix Houphouët-Boigny? Je vous laisse réfléchir chez vous à la Isabelle, je vous reprends la parole parce qu'il y a le professeur Loukou. On va terminer. Professeur, vous êtes très occupé. Hein. Vous acceptez de sacrifier quelques minutes. André avait une question concernant donc l'importance... C'était moi qui avais ma question. Oui, vous avez votre question. Terminez votre question, Daouda. Ma question, c'était de savoir à quand ce prix pour un lauréat ivoirien quand on sait ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire depuis les années 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il va vous dire que ce n'est pas lui qui décerne le prix. Bon. Alors, donc, je vous ai dit qu'il y a des critères pour être lauréat du prix. C'est ce que vous faites comme action pour la promotion, la recherche, la sauvegarde et le maintien de la paix. Et donc, s'il y a un Ivoirien ou bien... Le prix récompense d'abord des personnes physiques et des personnes morales. S'il y a donc une personne physique ou bien une personne morale ivoirienne qui répond à ces critères-là, qui par ses actions a contribué à la sauvegarde de la paix, pourquoi pas le jury pourra... Très bien. Je me rappelle justement quand vous me devez 10 000 euros. Il y a quelques années, je ne sais pas si c'était l'année dernière, beaucoup ont milité pour que ce soit dévolu au président Alassane Ouattara, tout ça. Et donc il y a eu quand même des initiatives dans ce sens. Laissez-moi poser la question. Professeur André Bois se posait la question. Cette fondation où vous êtes secrétaire général, qu'est-ce qu'on y fait réellement? Est-ce que le matin vous vous levez, lorsque vous prenez votre sac le matin pour aller à la fondation dont vous êtes secrétaire général, vous faites quoi à la fondation? Qu'est-ce qu'on fait concrètement à la fondation? Voilà, écoutez, pour ça, il faut venir visiter la fondation que nous ne pouvons pas répondre en 1 minute. Il y a plusieurs choses qu'on fait à la fondation. Il y a des départements de recherche de la paix, recherche des... etc. On a une maison d'édition, etc. Donc, on a beaucoup de choses. Très bien. Alors, moi, ce qui est fait... Bon. Très bien. Je crois qu'on va améliorer la condition de liaison téléphonique à la Fondation. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté. Et à demain. À demain, professeur. À demain, merci, professeur. Merci beaucoup. Ouais.
Bon, Non, non, on va faire une émission. Ouais, une émission du bien sûr, bien sûr. Là-bas, Yamoussoukro. Non, le débat, moi, sur la paix, notamment puisqu'on est en train de parler de Akin, un Ivoirien, pourquoi pas les trois grands. Non, mais je pense qu'il faut qu'il le mérite. Je pense que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas encore suffisamment confiance en leur capacité à avoir définitivement tourné la page de leur inimitié. C'est-à-dire, beaucoup se posent encore la question de savoir est-ce qu'à l'approche d'une élection, moi je pense que s'ils passent le cap d'une élection, vraiment, nos trois, je pense qu'à ce moment-là, on pourra commencer à se poser la question. Parce que chaque fois qu'arrivent les élections, c'est à ce moment-là qu'ils sortent leurs intérêts, ils oublient la paix. Où faut léguer la paix, on sait ce qui s'est passé. Et quand l'élection va arriver, c'est sûr qu'on va avoir deux qui vont se liguer contre l'un. Et puis voilà, donc vraiment, les amis, soyons prudents sur la paix pour nos trois amis. Cheikh Mandé Diatta, sur nos pages des réseaux sociaux, lui, il a trouvé une nouvelle. Et ça va être intéressant pour le professeur Loukou qui va transmettre l'information aux personnes concernées. Il dit, par exemple, il ne faut jamais avoir fait une fausse alliance pour avoir le prix. Voilà. Par exemple. C'est l'un des critères. On regarde les membres du jury, on regarde, ah non, lui, il a fait une fausse alliance. Tu quoi, on se base pour dire que c'est une fausse ou bien c'est une bonne Parce que alliance? l'alliance nous a envoyé de la bagarre. Ben, l'alliance nous a toujours envoyé la bagarre quand voilà. Oui, donc justement, il peut faut avoir le prix. Voilà. D'accord. Ça s'appelle le critère l'article est dénommé la fausse alliance. Donc voilà. Donc, Mais en tout cas, moi, une chose est certaine, le fait qu'on décerne ce prix en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois, le fait que tous ces présidents africains ou même ces personnalités qui quittent en Occident pour venir, franchement, c'est un gros coup de projecteur pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose. Mais le meilleur pour moi, surtout, c'est le fait que la ville de Yamoussoukro va vivre, même pour l'économie, pour les populations, ça sera une bonne chose pour la journée de demain, les 2 jours en tout cas à venir. Ça, par contre, pas les 2 bravo. jours, mais déjà depuis quelques semaines, Voilà. la préparation, la ville a déjà commencé à avoir. Mais il n'y a pas que Yamoussoukro, même Abidjan, parce que les embouteillages, on a commencé nous-mêmes à les ressentir depuis lundi. non, Mais bon, ça veut par exemple dire, parce que vous évoquez la question de l'embouteillage, ça veut par exemple dire que si on accueille ce prix, parce que Oufoué a voulu que ce prix soit vraiment un vrai prix international, mais si on l'accueille en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro précisément, mais Yamoussoukro va devenir, notamment à travers son aéroport, un aéroport qui va accueillir directement les gros porteurs. On va améliorer justement les conditions d'accueil des aéronefs sur l'aéroport, et puis ça va nous aider. Donc c'est là où je suis pas d'accord avec Alain. C'est vrai que le coup de projecteur que vous évoquez là, Isabelle et Daouda, c'est très important. Alain connaît quand même le tourisme d'affaires, le tourisme de ce genre de choses. Ça permet à beaucoup de personnes de venir découvrir. Là, on a 3 chefs d'État qui il y a une arrivent. grande dotation, donc du coup, dans la dotation, il doit y avoir une phase organisation qui pourrait servir donc à rénover des hôtels, des routes, agrandir l'aéroport de Yamoussoukro pour accueillir des reporters. Ça n'a pas été fait puisque le professeur Loukou même a dit que même la fondation n'a pas été Pour rénovée. l'instant, Donc, Non, parce qu'il n'y a pas le projecteur des médias pour la remise du prix. Ouais. Ça fait 28 ans que le prix n'a pas été remis à Yamoussoukro. Donc, je veux dire, qu'on profite de cela pour accentuer la délocalisation de la capitale à Yamoussoukro une bonne fois pour toutes. Ça, c'est mon vœu pieux. C'est un autre sujet. Ah non, c'est un autre franchement, débat. non. Si on est dans le prix Oufoué Boigny, franchement, je vais dire, autant que chacun y mette la chose en même temps, hein, pour que ça soit bien pour nous tous. Voilà. Bon, l'intérêt principal, c'est les pourquoi pas relations décerner le publiques. prix. On va rencontrer des gens, faire parler du pays. Bon, 24 Mais ça, heures. pour OK. voilà. Quelqu'un me dit peut-être que le prix aussi pourrait être le prix Nobel. On pourrait même décerner le prix Nobel aux 3 grands pendant qu'on y est. Non, mais celui qui dit cela, je veux dire, c'est malheureux de faire ce type d'ironie parce que Pourquoi? cette personne ne sait peut-être pas ce que le pays a traversé. Voilà, ça fait 30 ans qu'on a englué dans des problèmes de bataille politique. On a quand même connu 10 ans de conflit avec une guerre civile. Alors même si on a une paix, certains Relative, considèrent ouais. comme étant précaire, bon, je veux dire, c'est quand même pas mal que ces 3 personnalités se parlent et qu'on puisse envisager d'autres possibles en dehors de la guerre. Oui, mais la personne Voilà. évoque cette situation d'autant plus que le professeur Loukou le disait, extraordinairement, les personnes qui ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny reçoivent C'est une, quelque temps. ouais, C'est une suite. une Donc, forme d'antichambre. vu que vous proposez ça, on Ouais. peut aller plus loin et imaginer que les 3 pourront recevoir. Une forme Voilà. d'antichambre. En 91, rappelez-vous, Frédéric Declercq et Nelson et Mandela. Nelson Mandela ont le prix. Il y a l'Académie du droit international de La Haye
qui a reçu le prix en 92, Ishaq Rabin et bien sûr Yasser Arafat, Juan Carlos, on en a parlé, et Jimmy Carter, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, c'est-à-dire que quand même, je pense que ce prix a acquis quand même sa crédibilité. Et aujourd'hui, il fait partie des prix importants dans le monde. Et c'est une Est-ce que ce n'est pas le seul prix pour la paix même dans le monde finalement? Non mais comment, c'est pas le seul prix? Le prix Nobel, le prix Nobel. Oui, je demande. Mais demande quoi? Mais demande pas une évidence, on en a parlé ici. Pendant combien d'heures? Le prix Nobel, effectivement. Bon, mais sauf que nous, moi, je dis, c'est un prix qui vient de chez nous, qui a été créé par notre père de la nation, on peut aujourd'hui le dire comme ça. Et le prix se maintient encore grâce donc à ce qu'il a fait avec l'UNESCO. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre la Côte d'Ivoire, à travers Yamoussoukro et la Fondation, au centre de, je vais dire, de la cérémonie du prix. Allez regarder sur le page des réseaux sociaux, il y a de nombreux noms qui sont proposés pour la suite. Ah oui? Ouais, c'est ça. Et puis même les associations, par exemple, qui combattent les mutilations génitales. Oui, ça a été fait. Regardez, en 2010, les grands-mères de la place de Mai en Argentine. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, je veux dire, on a des personnes qui portent ces valeurs de paix et qui mériteraient aussi d'avoir un coup de projecteur sur elles. Bien sûr. Voilà. On marque une courte pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite en compagnie d'Isabelle, de Daouda. On se fiche des excuseuses, enfin des Non, celles qui combattent. hier, vous étiez sur le plateau avec nous hier, là? Non. Ah, mais voilà, donc je vous permets en 15 secondes de regarder l'émission. À tout de suite. Thierry, je vous conseille, hein, c'est une chanson que je connais bien, hein, pour pouvoir tomber sur la séquence que vous recherchez, je vous conseille d'avancer parce que c'est un long moment de solitude que j'ai vécu. Donc, si vous recherchez cette séquence, voilà, c'est un petit conseil. C'est une chanson de Deza Double XL. Ça va, Daouda, ça va. Non, je connais la chanson. Je peux vous dire qu'on n'est pas encore là. Non. Ah, quand même. Mais Thierry, il y a une petite histoire. Un jour, quand on évoquera les best-of et les à côté de cette émission, je vous raconterai pourquoi, à ce moment précis, l'ingé son a promis de passer cette chanson sous recommandation d'Alain qui l'a entendue. Ouais, c'est Alain qui a fait donner la chanson pendant la pub. Et donc Thierry, qui est au son, a rendu hommage donc, à Deza Double XL à travers donc, ce moment. Je vous raconterai un jour cette histoire dans mon autobiographie qui sortira bientôt. Très bientôt. Très bientôt, dont je viendrai faire la promotion sur cette chaîne, moi-même. Les amis, c'est un chiffre qui fait peur. Là, je peux vous le dire, il fait peur. Mais pourquoi il fait peur, Brice? Mais il est inquiétant, je vous dis, mon cher André. 8700, eh bien, c'est le chiffre. C'est le nombre. C'est le nombre, pardon. Je ne suis pas très fort en maths en plus, donc du coup, vous comprendrez. 8700 réfugiés burkinabés trouvent refuge en Côte d'Ivoire. 8700 réfugiés, André Bois. Mais pourquoi ça fait peur? Mais ça fait peur parce que des personnes... Bon, je vous plante le décor. Eh bien, c'est le Conseil national de sécurité, donc un Conseil national de sécurité qui s'est tenu jeudi 2 février dernier, qui nous a donné donc ces estimations. Environ, sinon plus, de 8700 réfugiés, donc burkinabés trouvent refuge en Côte d'Ivoire. Ils ont fui donc leur pays à cause de ces réfugiés en Côte d'Ivoire. Notamment à Kong, Ouangolo et Téhéni. Ça devrait nous faire peur. Pourquoi? Mais nous, on accueille ceux qui sont en souffrance. Comme rappelez-vous, il y a quelques années, il a évoqué ici 2002, la Côte d'Ivoire a connu les affres de la guerre. Et on a accueilli beaucoup, beaucoup mais de pays. déjà, ça fait peur. Je vous explique pourquoi moi je pense que ça fait peur. C'est pour ça que je pose la question. Ça fait peur dans un premier temps parce qu'on voit bien que, c'est le cas de le dire, 8700 personnes ont peur pour leur vie. Donc, mais moi, je vais essayer de donner de l'eau à ton moulin. Non, mais il est fort, Brice. C'est une acrobatie, là. Non, ce n'est pas une acrobatie. En gros, 8700 personnes qui viennent trouver refuge en Côte d'Ivoire ici. Pour quelle raison? Parce que ce pays est enclin aujourd'hui au terrorisme.
Le terrorisme qui s'est assis pratiquement... Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Daouda? Donc, c'est les terroristes qui viennent là, ils sont parmi les 8700? J'ai jamais dit ça. Non, ça, c'est quoi? Tu es c'est une question que je pose. Non, je dis, ces personnes fuient les terroristes. Oui, d'accord. Et du coup, si ce terrorisme est au Burkina, forcément, ces gens-là, un jour, peuvent s'approcher d'ici. Donc, d'où aujourd'hui la peur de nous tous de dire... Bon, je sors la peur, ça va. Allez, je retire. Allez, vous avez gagné le droit. Est-ce que je retire, Alain? Mais écoutez, je pense qu'il fallait s'attendre à ce mouvement de population. Lorsque nous parlons ici de solidarité nécessaire de notre pays avec les voisins qui sont touchés par le phénomène djihadiste, vous voyez que la conséquence est cela. Des populations qui quittent leur village, leur ville, pour aller dans des zones qu'elles considèrent un peu plus en sécurité. Je pense que cela, quand même, nécessite une réponse. Effectivement, il y a le soutien, l'assistance humanitaire, mais il faudra à côté apporter une réponse politique et surtout une réponse militaire. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que là, c'est 8700, mais je pense qu'on doit être peut-être autour de 10 000, 11 000, etc. Parce qu'on sait un peu comment les statistiques sont dans nos pays. On n'a pas toujours des chiffres fiables. Donc, c'est quand même très, très préoccupant, à la fois pour le Burkina. Donc, on voit bien comment cela se passe, hein, et puis également pour notre pays. Cela demande aussi une réponse en termes de sécurité au niveau même du gouvernement. Allez. Comment encadrer ces personnes qui arrivent? Vous me redonnez le droit d'avoir... D'avoir peur? Ouais. Ah, d'accord. Allez, je le remets. Parce qu'en fait, après le Conseil de sécurité, justement, pendant le Conseil de sécurité, le président a instruit le Premier ministre, Patrick Kachi, de porter assistante à ces personnes-là, mais surtout de sécuriser la zone. Pour dire que c'est pas... Même nous, quand on parle de peur, lui aussi... Je pense que... Parce qu'André, vous ne direz pas que de tous les téléspectateurs qui nous regardent, ça n'a pas un tout petit peu traversé l'esprit que dans 8000 personnes, dans ce flux de population qui se déplace, il y a des craintes, il y a des infiltrés. Et sur ces 8000, excusez-moi, je pense qu'une bonne moitié va descendre vers Abidjan. Donc, ce qui va encore poser le problème d'accueil au sein même de leur communauté d'origine, peut-être même dans certaines villes, Soubré, qui est quand même une zone qui accueille beaucoup de ressortissants ouest-africains. Et je voulais bien préciser quelque chose avant qu'on progresse. Oui. Loin de nous, et ça ne sera jamais dit, d'ailleurs, on est de tout cœur avec nos frères et sœurs du Burkina Faso. Non, pas du tout. Notre pays a traversé le monde difficile. Nous savons ce que c'est que d'accueillir. Voilà, parce que nous avons été accueillis dans certains pays, mais on dit également, au regard du flux de population, il est important dans un premier temps qu'on se pose des bonnes questions, surtout comment, parce que ça ne sert à rien d'accueillir des gens pour les laisser dans des conditions... C'est ça, les conditions d'accueil aussi. C'est ça, donc se poser des questions sur les conditions d'accueil, que ces personnes qui arrivent en territoire ivoirien soient bien traitées, bien accueillies, qu'il y ait des infrastructures pour les prendre en charge, pour bien s'en occuper, et puis, derrière ça, sécuriser ces personnes, parce que si elles fuient, peut-être qu'elles sont poursuivies par des personnes, et il faut également sécuriser ces personnes. Voilà. Sécuriser ces personnes, mais une fois qu'on a sécuriser la frontière. J'ai posé la question, je ne me suis pas encore prononcé parce que je n'ai pas donné mon propos. Non, je dis que pour moi, l'essentiel, ce n'est ni la peur, ce n'est ni la question, les questions que vous évoquez. Pour moi, d'abord, la chose la plus importante, et quelque part Alain l'a dit, c'est d'interroger déjà notre capacité, nous, en tant qu'État, de prendre en charge ces personnes qui arrivent et qui sont en détresse. Et notre capacité, c'est vraiment ce que j'apprécie avec le Conseil de sécurité tout de suite. C'est-à-dire que l'instance suprême de la sécurité en Côte d'Ivoire s'est réunie très vite pour dire il y a des zones de notre pays, Téni, Wongolo et j'en ai lu Kong, qui ont besoin déjà qu'on mette en place un vrai dispositif d'accueil. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, et ça le président l'a dit, le président Ouattara a salué l'hospitalité de cette population. Il a traduit ses remerciements pour ces populations qui ont accueilli ces ressortissants d'un pays frère. Et ça, c'est important, c'est alloué. Bien sûr, donc ça va traduire notre capacité à le faire, notre capacité à parler. Il a suffisamment dit aussi avec nos voisins, parce que ce sont leurs ressortissants qui arrivent, à parler avec les institutions internationales. Donc c'est le HCR. Donc c'est de mettre en place tout un statut. Et à partir du moment où on commence à mettre le statut de réfugié en place, à identifier les uns et les autres, évidemment que ça nous donne plus de capacité à, j'allais dire, à contrôler ceux qui ne sont en réalité pas des réfugiés. C'est des cas qui ont toujours existé. Hein. Vous savez, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu des combattants qui se sont mélangés aux réfugiés. C'est ça qui nous faisait peur au début. Non, mais justement, quand nous, la télévision, j'exagère un peu, vous avez bien compris, mais je dis, quand nos premiers propos sont la peur, c'est vraiment pour déconstruire cette idée. D'abord, nos premiers propos, c'est d'abord le fait d'accepter l'autre. Et puis après, évidemment, comme on est un État organisé,
ce serait dommage que nous aussi on soit en faillite d'un point de vue sécuritaire et qu'on ne puisse pas donner la paix et la sécurité à ces derniers. Mais moi, en tout cas, ma peur en réalité... On va sortir de la peur, s'il vous plaît. Mais à un moment, il faut arrêter avec la peur. Moi, justement, c'était justement aujourd'hui le terrorisme qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau du Burkina et du Mali. Et même, quand tu regardes... Ça, par contre, ça fait peur. Oui, parce qu'aujourd'hui, ces deux pays aujourd'hui n'arrivent même pas à maîtriser le terrorisme dans leur propre pays aujourd'hui. Si aujourd'hui on arrive à l'extrême situation de voir 8000 personnes quitter leur pays, c'est vraiment une situation. Il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, ça ne se passait pas comme ça. Mais Brice, donc à un moment donné, c'est une situation qui est préoccupante. J'attends que ça arrive, mais je veux dire que ça fait partie de la vie des nations, ce genre de moment où il y a quelques soubresauts qui vont justement provoquer des déplacements de population, etc. Mais je veux dire qu'on ne peut pas mettre la peur sur tout. Évidemment, on est d'accord que ce n'est pas toujours agréable de voir des pauvres populations se déplacer, courir, laisser leurs habitudes, leurs familles, etc. On est d'accord là-dessus. Mais ce qu'on doit mettre en évidence, c'est la capacité de chacun des peuples et des pays organisés à les accueillir. Non, mais ce qu'on évoque avec Daouda, je me permets aujourd'hui là de me mettre de son côté, ce qu'on évoque, c'est que ce qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, on a 8000 personnes, nos frères du Burkina Faso qui sont avec nous. On est, je ne vais pas dire heureux, mais on les accueille. On est de cœur avec eux. Mais je veux dire, mon cher André, ce qui est important, ces personnes même qui sont en Côte d'Ivoire n'ont peut-être pas envie d'y être. Elles ont envie de repartir chez elles. Oui, mais on est d'accord. Du coup, Alain pose la question, qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes-là déjà... On a un conseil de sécurité, donc c'est déjà un premier pas, c'est déjà une bonne chose. Donc finalement, je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Parce qu'on prend la chose à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on commence tout de suite à dire, attention, il faut qu'on y aille, Premier ministre, mettons en place ce qu'il faut. On va appeler nos partenaires, qui sont les Nations Unies et tous les autres, les institutions des Nations Unies, et puis mettre en place ce qu'il faut, l'UNICEF, etc., pour les enfants qui arrivent. Voilà, ce serait intéressant qu'on reçoive ici même le HCR. Voilà, pour savoir comment seront gérées ces personnes. En tout cas, toutes les dispositions prises. Merci encore à la population de Kong, de Téni, de toute la région qui ont accepté. Et puis, comme vous avez dit, Daouda, nous sommes de cœur avec ces 8000 personnes et bien plus qui malheureusement se retrouvent dans cette situation-là. On espère que toutes les dispositions seront prises pour leur offrir un bon accueil et que surtout, à un niveau plus important, ces États, les pays, commencent à mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir bouter hors de nos frontières ces terroristes. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT, en compagnie d'André Bois, Alain Toussaint, à ma droite, et la magnifique Isabelle Vavor. Voilà. Elle vous fait plein de bisous. Il y a dans le cœur de cette dame tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. Tout respire de l'amour autour de cette dame. Voilà. Et là, elle a acheté sa télé. Depuis, elle n'écoute que des chansons d'amour sur sa télé. Je trahis un secret. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Yann Amon, chef d'entreprise, consultant en stratégie d'entreprise et développement commercial, administrateur d'immeubles, fondateur des programmes Rêve en Action et REA TV. Tiens. Très bien, on va en parler à la fin de l'émission, quand même. C'est également auteur, conférencier international et passionné par l'évangile. Également, on en parlera en antenne. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, il y a la question que tous les téléspectateurs aujourd'hui se posent quand on voit certaines bâtisses, mais c'est comment ils font pour réaliser ces maisons, pour avoir Comment on fait pour avoir une maison aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Comment on fait pour obtenir ce bien-là? Est-ce au final si simple? Voilà. Je pense que oui. Après, chacun a son historique et puis chacun part de quelque part. Pour quelqu'un aujourd'hui on va dire, qui a de l'épargne, sa façon d'acquérir son bien sera différente. Pour quelqu'un qui est peut-être salarié, qui a droit peut-être à un crédit bancaire, il peut pouvoir obtenir un prêt pour pouvoir s'acheter un terrain, construire une maison ou acheter une maison. Après, pour quelqu'un qui est un entrepreneur qui a beaucoup d'argent, ça peut aller plus vite. Et il existe encore d'autres moyens, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je dis que c'est possible. Je ne vais pas dire c'est facile, mais c'est simple. Ah ouais. Parce que je ne vous cache pas que moi, de temps en temps, je regarde certains immeubles, je me dis, ça, ce n'est pas des voleurs. on est nombreux en Côte d'Ivoire à avoir cette réflexion-là. Alors qu'il existe de vrais mécanismes pour pouvoir réaliser ces choses. Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Et vous, déjà, vous êtes jeune. Parce qu'on a toujours le sentiment que l'immobilier, ça doit être quelque chose des gars, des quinquagénaires. Voilà. Est-ce que vraiment c'est un discours qui passe chez les jeunes? Parce qu'on a voulu faire un peu pédagogique. Est-ce que parler d'immobilier aux jeunes, c'est quelque chose qu'ils écoutent? Oui, de plus en plus. On va dire qu'il y a eu des influences. On va dire il y a 15 ans, 20 ans, le jeune ne pensait pas forcément à l'immobilier.
Mais depuis ces dernières années, il y a eu une influence occidentale, surtout avec tout ce qui est tendance indépendance financière. De plus en plus de personnes veulent pouvoir parvenir à ça. Et l'immobilier est un levier. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu Robert Kiyosaki, qui est un grand auteur, qui a beaucoup parlé d'indépendance financière, d'éducation financière. Et il expliquait comment, par exemple, aux États-Unis, grâce à ce levier qu'on appelle souvent le crédit bancaire, des personnes arrivent à acheter des biens sans que ça leur coûte de l'argent. Au final, avec un bon montage financier, c'est le locataire qui va venir payer chaque mois le loyer, qui va finir par rembourser au bout de 10 ans, 15 ans, l'emprunt que vous avez eu à prendre. Donc, beaucoup de personnes se sont dit, c'est trop beau pour être vrai. Et à force d'essayer, moi, je connais plusieurs mêmes Ivoiriens. Hier, je parlais avec un client qui l'a fait en France. Il est à son 2e appartement. Donc, ces influences-là ont fait que certains ont commencé à se dire, je veux devenir riche, je veux devenir indépendant financièrement. Et l'immobilier semble être, j'ai envie de dire, un levier ou un outil. Et je veux dire qu'on fait partie de ceux qui ont encouragé les jeunes à le faire. Et par le fait que certains aient vu notre parcours, aujourd'hui, ça inspire beaucoup de personnes et ils se disent que c'est possible. Ça tombe bien, Yann, qu'André ait posé la question par rapport aux jeunes. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, quand vous avez vos premiers millions, la première chose que souvent vos parents vous disent, il faut acheter un terrain. Est-ce que c'est l'investissement prioritaire ou il faut autre chose avant de penser terrain, parce que vous avez le terrain après, pour penser à le bâtir? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un ordre de priorité quand on est jeune aujourd'hui? Pendant très longtemps, au contraire, on donnait comme conseil d'acheter une maison. Alors que acheter une maison, ça a un coût plus grand et beaucoup de personnes tombent dans un piège. Si vous achetez une maison que vous habitez, cette maison qui est peut-être un investissement de 30, 50 ou 100 millions ne vous génère pas de revenus derrière. C'est ça. Donc acheter une maison, c'est vrai que tout le monde y pense. Moi, à titre personnel, lorsque j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je cherche à acheter une maison pour habiter. Donc j'ai été locataire pendant longtemps. Là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, je suis locataire. Mais par la grâce de Dieu, j'ai 5 maisons. Donc, j'ai fait le choix d'être locataire longtemps, mais de construire pour que ça me génère des revenus locatifs. Ça c'est important. Vous êtes locataire, mais vous êtes propriétaire de 5 maisons. Je suis propriétaire, voilà. Mais comme beaucoup de propriétaires d'ailleurs aussi. Hein. Voilà. Qui vous pouvez avoir, il y a des de personnes qui ont des immeubles, oui, mais ils habitent dans une villa où il est locataire. Mais pourquoi vous n'habitez pas dans la maison, dans une des maisons que vous avez? Les 5 villas que j'ai en ce moment sont à Bassam. Je travaille à Abidjan, à la 8e tranche, mes enfants sont au Vallon. Donc pour moi, c'est plus intéressant pour le moment d'être là. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des personnes qui acceptent d'aller travailler. Tu habites à Bassam, tu as une maison qui te coûte 30 000 francs parce qu'elle t'offre beaucoup de commodités à Yopougon, mais on ne prend pas toujours en compte ce qu'il y a comme désagréments. Donc là, vous êtes locataire, ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Non, mais justement, ça, peut-être, Alain, comme j'avais déjà posé une question, je Vas-y. Non, c'était pour revenir justement sur l'idée de locataire et puis d'être propriétaire. C'est-à-dire qu'il y a propriétaire pour avoir un revenu locatif. C'est ça. Mais moi, je veux vraiment parler de propriétaire pour habiter dans sa maison. Arrivé un moment... Pourquoi, finalement, ça, ce n'est pas définitivement dans ce que vous enseignez auprès des jeunes et auprès de des personnes qui vous écoutent sur Internet, pourquoi c'est définitivement pas une bonne idée? Ce n'est pas une bonne idée au début. Après, comme je dis, chacun a l'historique, chacun a son background. Au départ, si tu as suffisamment les moyens, tu peux pourquoi pas avoir une villa, tu peux même l'avoir en héritage, comme tu peux avoir peut-être une bonne opportunité. Mais je pense que pour un tout premier investissement, lorsqu'on parle souvent d'éducation financière ou d'intelligence financière, la vérité c'est que acheter une maison pour l'habiter, lorsque, supposons, on va prendre un exemple très pratique, vous avez une épargne de 100 millions de francs CFA et vous décidez d'acheter une maison de 80 millions de francs CFA pour l'habiter. Il ne vous reste que 20 millions. Cette maison ne va pas vous générer de revenus. Alors qu'imaginez que vous prenez dans les 100 millions, vous achetez un terrain de 20 millions de francs CFA et vous décidez par exemple de construire 2 ou 3 villas jumelées là-dessus que vous mettez en location. Ça va vous générer un revenu locatif. Au bout de 2, 3, 4 ans, déjà avec le fait que vous soyez propriétaire, vous pouvez aller même vers la banque. Ça va vous donner comme effet de levier de pouvoir avoir encore plus d'argent pour après, pourquoi pas, acheter une maison ou acheter un autre terrain pour construire votre maison de rêve. Moi, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, je vais peut-être construire la maison où je vais habiter, mais pour le moment, ce n'est pas dans mon plan. Donc, il faut vraiment que les personnes qui veulent profiter du business de l'immobilier aient de la stratégie et un plan à court terme, un plan à moyen terme. Donc, moi, je respecte mon plan. Moi, par exemple, dans mon plan, je ne comptais pas commencer à construire des immeubles.
je vais commencer peut-être des immeubles dans 2 ans. Donc, dans mon plan actuel, je construis plutôt des villas duplex, des villas en bande. Donc, j'ai un plan, j'ai une stratégie. Moi, je connais des personnes, leur premier investissement, ça a été de construire un immeuble. Donc, chacun doit avoir plus ou moins un plan en fonction des leviers que vous avez. Vous avez vraiment des choix. Parce que vous construisez un immeuble avec 10 maisons et vous faites un loyer, parce que vous avez fait des maisons, des maisons qui ne coûtent pas super cher. Vous avez un loyer de 50 000 francs, 10 maisons, ça vous revient à 500 000 francs à la fin du mois. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous rapporte, qui vous aide à pouvoir faire autre chose? Il y a tous ces plans-là à prendre en compte et c'est un peu pourquoi vous êtes sur notre plateau aujourd'hui. Tout à fait. Pour nous donner des orientations. Alain, c'est à vous. Alors, tout à l'heure, vous parliez des jeunes qui pouvaient aussi se lancer dans l'immobilier, mais la première difficulté, c'est d'abord d'avoir les revenus consistants pour accéder à un prêt bancaire. Tout à fait. Alors, comment on peut concilier ces deux préoccupations? Il y a une chose qui est vraiment réelle. Sous nos cieux, l'accès au crédit n'est pas évident. À moins que vous soyez salarié, soit dans le privé, soit fonctionnaire, les banques ne prêtent pas de l'argent à tout le monde. Et beaucoup de personnes, on va dire la majorité des personnes qui nous écoutent, n'ont peut-être pas accès au crédit bancaire. Donc moi, très tôt, je me suis dit, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place quand on n'a pas accès à un crédit bancaire? Et là, il y a vraiment beaucoup d'accès. En fait, il y a des stratégies qui vous permettent de vous passer de cela. Je prends un exemple tout simple. Moi, lorsque je commence à investir dans l'immobilier, je fais un plan d'action sur 5 ans. À l'époque, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je me pose la question, est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier avec 50 000 francs CFA? Tout le monde vous dira non. Parce qu'on se dit 50 000 francs, ça ne peut pas acheter un terrain. C'est clair, ça n'achète pas un terrain à Abidjan, mais 50 000 francs CFA, peut-être ça peut acheter dans le Grand Abidjan, ou peut-être pas. Donc, en me posant des questions comme ça, j'ai fini. La première acquisition que moi j'ai eu à faire, je me souviens, c'était dans le village de ma mère à Memni, sur la route d'Alépé. Aujourd'hui, Alépé est en train de prendre la valeur parce qu'il y a la fameuse Y4 qui passe par là. À l'époque, on vendait les lots de terrain de 500 mètres carrés à 50 000 francs CFA avec une bouteille de gin. Combien de personnes aujourd'hui ont 50 000 francs CFA? Beaucoup. Mais ils vont se dire, pourquoi est-ce que je vais acheter un terrain, par exemple, dans ce village? Moi, on peut dire que c'est le village de ma mère, ou à Toumoudi. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il existe des endroits où on peut acheter des terrains à 30 000 francs CFA. Moi, je disais cela à une de mes anciennes collaboratrices. Elle disait, c'est pas possible. Je lui ai posé la question, tu viens de quel village? À moins que tu sois ébrié, que tu viennes du plateau, tu viens de quel village? Elle me dit qu'elle vient de Mans. Je dis, appelle ta maman ou appelle un de tes oncles, dis-leur que tu vas acheter une parcelle au village. Le lendemain, on lui fait un retour. Pour acheter une parcelle de 500 mètres carrés, il lui faut juste 20 000 francs CFA et une bouteille d'alcool. Vous imaginez ça? Mais après, tu peux te dire, qu'est-ce que ça va me faire d'acheter un terrain dans ces zones? Mais moi, j'ai eu la chance, en tant que professionnel de l'immobilier, d'écouter des histoires qui m'ont souvent édifié. Je me souviens toujours de cet homme-là, un monsieur qui rentre dans mon bureau. Il a un terrain très intéressant qu'il veut vendre à Mbadon. Un de ses amis lui a dit qu'on vend en ce moment les terrains à Mbadon à autour de 30 millions, 40 millions de francs CFA. Et ce monsieur, à l'époque, il traversait de grandes difficultés financières. Il était pratiquement en faillite. Et il me pose la question, est-ce que c'est vrai? Parce que le terrain, il avait acquis à l'époque à 1 200 000 francs CFA de lots collés. Mais quand je dis à l'époque, c'est peut-être en 97-98. Donc, ce monsieur a investi 1 million dans les années 97 et aujourd'hui, il n'était même pas conscient de la valeur qu'avaient ces terrains. Et je fais un repérage, je lui dis que je pense qu'on peut le vendre et même plus. Pour la petite histoire, on a vendu le premier lot, lorsqu'on a fait sortir l'ACD, à 85 millions de francs CFA. Il avait acheté 2 terrains à 1 million et quelques. On a revendu le premier à 85 millions. Un an après, on a vendu le deuxième à 112 millions. Histoire authentique. Donc, moi qui ai eu à entendre ce type d'histoire, je sais qu'on peut acheter un terrain qui n'a pas de valeur aujourd'hui ou qui a une très, très faible valeur. Et dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut vous sauver. Et moi, des histoires comme ça, j'en ai entendu beaucoup. Des personnes qui, à l'époque, la zone qu'on appelle aujourd'hui Chudangré, à l'époque, des personnes, on leur proposait des terrains là-bas à 900 000. Après, c'est passé à 3 millions. Ils ne voulaient pas. Mais aujourd'hui, ces terrains, on les vend à 40 millions, 50 millions. Donc, pour moi qui suis dans l'immobilier, j'ai eu affaire à des clients qui m'ont expliqué de telles histoires. Donc, moi, je sais qu'acheter un terrain aujourd'hui à Memni, pour moi, c'est un bon investissement. La preuve, moi, j'ai acheté à l'époque à 50 000. Aujourd'hui, ces mêmes terrains, on les vend à 1 million. Même 6 ans après. Alors, à vous entendre, on a le sentiment qu'il faut véritablement avoir une éducation financière liée à l'immobilier. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez recommander en fait à ces jeunes-là qui ont envie de se lancer dans l'immobilier? Vers quel organisme de formation est-ce qu'il faut se tourner pour
Déjà, il faut apprendre et ne pas se louper dans Je l'investissement. déplore le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de documentation. Moi, en ce moment, l'un de mes challenges, c'est d'écrire un livre sur l'immobilier. J'en ai écrit 3 sur l'entrepreneuriat. Je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas vraiment de documentation. Après, à moins que vous soyez ou que vous ayez vocation à être professionnel dans l'immobilier, comme moi, je l'ai été. Moi, j'ai commencé comme démarcheur. Après, j'ai créé mon agence immobilière. Donc, moi, j'ai dû apprendre parce que j'étais dans le domaine. Donc, il y a ce manque-là. Il n'y a pas vraiment de documentation. Et de plus en plus, des personnes commencent à essayer. Donc, il faut d'abord vouloir la chose. Après, c'est vraiment l'éducation financière. Aujourd'hui, il faut se poser la question, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je suis peut-être à la retraite, quel type de vie je veux avoir? Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que je ne souhaite pas avoir ma première maison? Et il faut s'approcher des devanciers. Et aujourd'hui, il y en a, il y a des personnes, il faut bâtir son réseau, il faut connaître des démarcheurs, il faut connaître des agents immobiliers, il faut connaître des commissaires de justice, des notaires. C'est là que ça devient intéressant parce que aujourd'hui, même quand vous avez 5-10 millions avec vous, et que il vous traverse dans la tête l'idée d'acheter un terrain, vous vous dites, est-ce que je ne vais pas me faire gruger? C'est ça. C'est ça. L'autre aspect, Ouais. c'est important de Et se du faire coup, faire. tu préfères placer ça ailleurs plutôt que moi, j'ai mon frère qui a investi 2 fois pour acheter un terrain. Le pauvre qui me regarde, ça n'a pas marché. Et c'est fréquent. Ouais. Et j'ai envie de dire que ça va encore continuer. C'est un peu dommage. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans ce domaine, mais je pense qu'il est possible d'éviter cela. Soit en se faisant accompagner, comme je disais, de personnes sérieuses, d'experts, en n'hésitant pas à faire vraiment des vérifications. Et aujourd'hui, le ministère de la Construction est dans une logique de forte communication. Avant-hier même, hier soir, je crois qu'il y a eu un document. Il y a plein de mes clients qui m'ont écrit pour dire « Ah, j'espère qu'un de nos sites ne sont pas concernés par tout ça. » Donc, il y a cette communication-là aujourd'hui qui fait qu'on peut aller à la source. Donc, il faut savoir c'est quoi le foncier. Il faut savoir c'est quoi un terrain villageois, il faut savoir c'est quoi un ACD, il faut savoir c'est quoi un titre foncier. Il faut quand même faire l'effort, il faut payer le prix de cette éducation-là. Et lorsque vous comprenez, vous arrivez à... Moi, aujourd'hui, je suis dans l'immobilier depuis, on va dire, à peu près 2011. Je n'ai jamais été doublé. Je n'ai jamais investi dans un mauvais dossier parce que j'ai compris comment est-ce qu'on peut éviter ce type de piège. Par contre, je connais des personnes, même mes parents, malheureusement, ont eu à tomber dans des histoires. Mais n'ayez pas peur. Après, il faut savoir qu'un investissement, il faut appréhender le risque. Voilà, oui. Donc il faut pouvoir au moins le réduire, mais il n'y a pas de risque zéro. Pour la preuve, même un ACD peut être cassé par le Conseil d'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurisation à 100% non plus. Mais au moins, on peut arriver à appréhender le risque et puis à faire de bons investissements. Bien. Alors, le type de société qui permet de démarrer, c'est quoi? Une SCI Ça dépend. SCI, en général, c'était beaucoup plus pensé pour les personnes qui voulaient gérer leur patrimoine. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les SCI, société de construction. Ça permet aussi, même moi récemment j'en ai créé 2, ça permet souvent de faire des choses intéressantes. Mais le principe aujourd'hui, c'est que pour commencer dans l'immobilier, il y a plusieurs aspects. Est-ce que vous voulez être un agent immobilier agréé? Il y a un agrément à apprendre. Moi, une de mes entreprises a son agrément d'agent immobilier agréé. Est-ce que vous voulez faire dans la promotion? Là encore, il y a un agrément à faire. Est-ce que vous voulez être aménageur foncier? Il y a un agrément. Par contre, pour être investisseur immobilier, il n'y a pas besoin de forcément créer une entreprise. Donc, devenir investisseur immobilier, c'est commencer à, on va dire, s'intéresser, se renseigner, filtrer les informations, mettre un peu d'argent, constituer une sorte d'épargne. Comme je disais, la barrière à l'entrée peut être très basse. Pour acheter un terrain à Mans, vous n'avez pas besoin de 50 000 francs CFA. Vous pouvez acheter à 20 000 francs CFA. Mais il faut avoir derrière une bonne stratégie. Donc là, ce qu'aujourd'hui, nous, on essaie de faire, c'est d'encourager les personnes à investir dans l'immobilier ou à s'investir dans l'immobilier. C'est un peu ce que nous, on essaie de faire. Et je vous assure qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients sont satisfaits parce que derrière, nous, on les aide vraiment à faire de très bons deals. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez investir un certain montant dans l'immobilier et sous une très courte période, avoir des retours sur investissement très intéressants. C'est ce que nous, on essaye de faire. Cas pratique, Yann. Aujourd'hui, comme nous regardent certains téléspectateurs, il y a parmi eux certains qui ont 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Moi, j'ai 2 millions, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que je fais? Je prends en tâche avec une nouvelle société. Comment on fait? Comment ça fonctionne? D'accord. Là, aujourd'hui, il y a un montant il n'y a pas un montant. Aujourd'hui, là où il y a le plus d'argent, où c'est intéressant de se positionner, c'est sur ce qu'on appelle couramment les lotissements. Moi, j'ai découvert les lotissements comme ça par hasard. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je me suis dit j'allais mettre un peu d'argent là-dedans. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui, un aménageur foncier, il a une parcelle de 30 hectares,
il doit faire le décapage, il doit couper les arbres, il doit faire les ouvertures de voies, il doit mettre les poteaux électriques. C'est tellement colossal et il doit faire aussi la documentation, jusqu'à peut-être à l'ACD. Donc, il a besoin de partenaires pour l'accompagner. Donc, il va venir, il va dire, par exemple, j'ai besoin de 2 millions de francs CFA. Si tu me les donnes en contrepartie, par exemple, je te donne 4 lots ou je te donne 5 lots. Ces lots-là, lorsque les papiers seront terminés, le site sera, on va dire, aménagé. Vous pouvez le vendre certainement à 2 millions, 3 millions. Donc, vous prenez une part de risque et derrière, vous rentrez en possession de l'eau. En ce moment, je peux dire que c'est le secteur qui est un peu très intéressant. Le deuxième positionnement, vous pouvez devenir en quelque sorte intermédiaire. Par exemple, vous avez 2 millions, vous voulez acheter un terrain. Tu connais quelqu'un qui vend des terrains à Yamoussoukro, tu les mets en contact. Parce que tu les as mis en contact, la personne doit te donner ce qu'on appelle une part de la commission. En fait, il y a une sorte de gentleman agreement dans l'immobilier qui veut que les intermédiaires soient commissionnés. En règle générale, c'est autour de 10%. Donc, souvent, moi, j'ai aidé des personnes à investir dans l'immobilier juste en se positionnant comme intermédiaire. Ça veut dire qu'il connaît un tonton, une tantine, un ex, un cousin qui veut acheter. Tu te positionnes comme intermédiaire, tu touches la commission et à partir de cette commission, tu commences à avoir de quoi investir toi-même. Et pour aller plus loin, moi, pendant très longtemps, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, je ne demandais plus des commissions, mais je me faisais payer en contrepartie en lots. Ça veut dire que quelqu'un me dit qu'il a 50 lots à vendre. Je lui dis d'accord, je vais t'aider à travailler. Je ne veux pas que tu me donnes l'argent. Je t'aide à vendre les 50 lots et moi, je veux 5 lots. 5 lots. Et je prends les 5 lots. C'est ce qui m'a aidé à bâtir ma réserve foncière. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de terrain parce qu'arrivé un moment, je me suis dit, au lieu de bouffer l'argent, je vais me payer en lot. Donc voilà comment, très facilement, juste à partir de vos contacts, de votre répertoire, vous pouvez commencer à vous constituer un patrimoine. Je ne vous cache pas que je suis sur mon répertoire en ce moment. Avant de construire, est-ce que les lots sont soumis à des taxes? Vous payez des taxes en attendant? La plupart du temps, lorsque le terrain a un titre foncier, lorsqu'il est déjà dans le domaine administratif, on paye des impôts. Avant même d'avoir levé la... Oui, avant même. Mais ce n'est pas le même lorsqu'il y a des impôts sur non bâtis. Après, donc, c'est quand même relativement pas très élevé. Mais plus l'endroit est bien placé, plus le montant peut se voir élevé. La superficie. La superficie, tout à fait. Mais pour beaucoup, on ne paye pas parce que ce n'est pas encore dans le côté déjà avec des titres fonciers. Est-ce que, enfin, pour revenir, parce qu'avec votre événement, enfin, vous faites apéro immobilier, business, tout ça, est-ce que je peux c'est l'apéro business immobilier d'Abidjan. D'ailleurs, qui se tient ce samedi 11. Est-ce que vous vous sentez, c'est la deuxième édition, c'est ça. Mais est-ce que le discours justement sur l'immobilier, vous sentez qu'il y a de l'engouement? Parce que imaginez, il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils convoquent plein de jeunes à venir dans un hôtel pour parler de business, de commerce, on peut être riche, on peut gagner des choses, et on voit que les gens courent. Tout à fait. Est-ce que là, il y a une forme d'engouement quand vous êtes si cash, vous dites immobilier, les gens viennent? Les gens viennent beaucoup. Et pas qu'en Côte d'Ivoire, l'apéro business d'Abidjan a tellement été un succès qu'on a fait l'apéro business de Paris. La salle était pleine. Et derrière, en fait, c'est le nombre de personnes qui investissent qui est incroyable. Aujourd'hui, moi, beaucoup d'aménageurs viennent de plus en plus vers nous parce que notre demande elle est exponentielle. Moi, à l'heure où je vous parle, j'ai plus de 3000 personnes qui sont en train de me demander de leur donner des terrains sécurisés. Et on a choisi un positionnement simple. On cherche des terrains sécurisés entre 1 million et 10 millions de francs CFA. Quelqu'un qui vient avec un terrain qui veut vendre à 30-50 millions, je le renvoie vers mon agence immobilière. Par contre, j'ai mis en place ce qu'on appelle Yanamon Business Club. Et dans ce club, qui est un club d'affaires et un club d'investissement, on oriente les personnes sur des terrains sécurisés entre 1 million et 5 millions de francs CFA. En plus, on permet même des règlements échelonnés, ce qui fait que ça rend encore plus attractif. On a lancé le principe de tontine immobilière, ça a été un succès. Donc, pour dire, les personnes viennent pour apprendre, d'autres se transforment en professionnels de l'immobilier, d'autres deviennent des investisseurs immobiliers avertis. Donc on aide à peu près différentes catégories. Et le marché n'est pas saturé? Même pas. Au contraire, quand on regarde la demande, elle ne fait que croître. Et ces personnes-là cherchent dans quelle zone? En général, il y a des zones de préférence. D'autres aussi nous demandent notre avis. Donc en règle générale, on les oriente peut-être vers Bassam. Peut-être vers Bingerville. En ce moment, il y a de très grands projets qui se dessinent sur Bingerville. Songon un peu moins. En tout cas, les zones de prédilection aujourd'hui pour nous, c'est Bassam, à cause de la proximité avec la mer. C'est Bingerville, à cause des grands projets qui ont cours en ce moment
dans cette zone. Yana, merci. Je rappelle que l'apéro business immobilier d'Abidjan se tiendra ce samedi 11 février. Donc on pourra donc s'y rendre et avoir plus de détails. Là, on vous a fait la face. On vous a fait un exposé de pédagogie en direct sur le plateau. Mais c'est un extrait de tout ce qu'il y a à explorer. Et je pense que pour le reste, il faut se rendre ce samedi 11 février donc, pour l'apéro business immobilier d'Abidjan. Je terminerai cette émission par un message d'espoir. Frère, sœur, tu es aujourd'hui locataire, garde espoir. L'espoir n'est pas perdu. Un jour, tu peux être propriétaire. Très bientôt même. Très bientôt. In the name of Jesus. Il faut que je rajoute ça quand même. C'est plus fort que moi. Bon. Merci Alain. Merci Brico, merci. Merci Brice. Merci Isabelle. Merci Brice. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.